Bonjour et bienvenue dans cette émission. Le prolongement des mesures liées au coronavirus font que nous vous proposons encore une fois de voir ou de revoir certains de nos reportages. Histoire tout d'abord avec un sujet sur le graduel de Belley. Ce recueil de chants du XIIe siècle est un des trésors de l'abbatiale. Les chants du graduel de Belley occupent le quotidien de Robert Christ et de sa femme Marie-Made depuis plus de 20 ans. Des sonorités issues du passé qui ouvrent une dimension particulière. Avec les chants qu'on vous fait entendre avec le graduel, saute au fond une possibilité d'avoir réaccès à une expression native qui est de nature vocale, où c'est décidément la voix, le souffle qui est au fondement des choses. Et ça, mise ensemble, ça donne naturellement une expérience des choses, l'expérience du monde, qui est une ouverture. Ça donne un miracle. Robert Christ a découvert par hasard le graduel de Belley aux archives de Porrentruy dans le cadre de recherches sur les origines du langage. Depuis, il travaille sur le précieux manuscrit qu'il a entièrement scanné afin de le mettre à disposition sur son site internet. Vous avez le livre qui s'ouvre intégralement. Et puis, vous avez la suite des pages. Et la suite des pages, c'est 362. Donc, il y a de quoi déchiffrer. Hein. Maintenant, on choisit la page d'entrée, qui est l'entrée dans la messe. C'est le chant d'entrée de la messe, c'est le chant de la Televavi, etc. Bon. Voilà cette page qu'on choisit comme exemple. Si vous cliquez dessus, elle s'agrandit. Et vous avez le texte en latin et la traduction du latin en mot à mot. Et puis, vous avez des encadrés. Tout ce qui est encadré en blanc signifie que ça a été enregistré et que vous pouvez l'écouter. Ce côté chanté de l'expression a un aspect qui n'est pas transcriptible. Ce ne sont pas des notes, c'est le mouvement qui traduit, qui est en même temps le mouvement de la voix et du souffle. Au premier plan est justement le chant senti, sans notes. Pour retrouver quelque chose de vivant. Là. Tout d'un coup, qu'est-ce que c'est un soleil qui se lève? Qu'est-ce que tout d'un coup le cervin qui apparaît? Là, vous vous reposez puis vous regardez. C'est formidable. Ça suffit. On le perd fatalement avec la civilisation dans laquelle on est et le bruit dans lequel on vit. Belley toujours, mais dans un autre cadre, le rencard L'Aumônerie mobile des églises se rend régulièrement sur le site pôle santé mentale de l'hôpital du Jura bernois pour une écoute bienvenue. Le rencard sillonne les routes du Jura et du Jura bernois depuis 2011. Initié par le diacre catholique Jean-Charles Moutet, ce lieu d'écoute écuménique fait halte dans diverses localités. Chacun est invité à pousser la porte pour venir parler de ce qui lui pèse sur le cœur. Alors le rencard, il est ouvert toutes les semaines, tous les vendredis matins, devant la clinique psychiatrique de Belley, pour les patients. Et puis les patients peuvent y venir comme ils veulent. Et on travaille toujours à Belley en principe avec... il y a un accueillant professionnel et un accueillant bénévole. Parce qu'on accueille pas mal de monde à Belley le vendredi matin. Vous travaillez beaucoup avec des bénévoles? Alors au rencard, on a une petite dizaine d'accueillants bénévoles qui sont tous des personnes qui ont une formation de base à la relation d'aide. C'est l'exigence. Elles sont tenues de faire une formation de base.
Et puis après, elles sont toutes en supervision en groupe. And they're spreading out, and they're hunting him down. Now he just runs, and he's losing his way. So someday, tonight is more darkness in the day. And they're spreading out, and they're hunting him down. Jean-Charles Moutet, est-ce que l'écoute, ça s'apprend? Ah oui, bien sûr que ça s'apprend. Si naturellement on sait tous plus ou moins s'écouter puis s'entendre, être dans une écoute empathique, à partir de laquelle on veut essayer d'aller explorer avec la personne écoutée ses ressources, le potentiel qu'elle a en elle pour faire face à l'adversité de son existence, là il faut des outils qui s'apprennent. Est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir pour bien écouter? Je pense qu'il faut avoir un intérêt pour l'humain, il faut avoir une notion de respect de l'autre aussi, puis il faut avoir une empathie naturelle quand même, je pense, effectivement. J'ai envie de dire, il faut aimer l'humain. Si on reste centré sur soi et qu'on n'a pas un intérêt pour l'autre, on ne va pas être un bon écoutant. Attention à la marche. Le rencard est accessible sur de nombreuses places publiques. Il s'arrête également devant plusieurs institutions, comme ici au centre psychiatrique de Belley, où l'écoute pratiquée peut être qualifiée de particulière. On est effectivement dans des réalités de vie qui sont plus compliquées, donc entendre ce que vivent les personnes en psychiatrie, ça peut nécessiter des outils supplémentaires. Alors on a mis en place aussi pour les bénévoles ici et pour les bénévoles de l'aumônerie de Belley une supervision avec un spécialiste en psychiatrie. La maladie mentale, elle transforme la perception du réel. C'est l'environnement, les sons, ce qu'on voit, ce qu'elles entendent, n'est pas conforme à ce que nous percevons sans la maladie. Donc ça peut poser un certain nombre de problèmes dans l'accompagnement, parce qu'il y a le risque de valider des perceptions qui ne sont pas vraies. Et ça peut augmenter par exemple le délire d'une personne. Le centre de Sornetan va prochainement proposer une formation à l'écoute. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Ah oui, c'est une bonne chose, parce que de toute façon, des gens qui écoutent, il en faut. Je pense vraiment qu'il y a de quoi développer des lieux de présence et d'écoute, ça oui. Et moi, ça me réjouit parce que j'ai besoin de bénévoles, aussi bien ici à la clinique à Belley qu'au Rencard. Et comme ce sont deux services qui se veulent œcuméniques, c'est bien s'il y a des gens qui viennent de là. Jean-Charles Moutet, merci beaucoup. Merci à vous. Retour dans l'histoire avec la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Pour marquer les 500 ans de la Réforme, les chorales des églises réformées de tout l'arrondissement se sont réunies pour un concert mémorable au Palais des Congrès de Bienne. Ce culte de la Passion est un culte merveilleux parce que c'est vendredi. J'ai enfin la Passion selon saint Matthieu. C'est un luxe incroyable que d'avoir 2 orchestres et puis presque 500 choristes qui chantent. C'est grandiose, c'est super. Et alors, ces 2 chœurs qui se répondent, c'est... Oui, je pense que j'en suis un peu sans mots, ce qui est quand même surprenant. C'est fantastique, c'est une acoustique excellente. Le fait d'avoir 2 chœurs, 2 orchestres, plus encore le renfort du grand chœur des paroisses, ça donne quelque chose de fantastique, une grande variété, une ampleur à la musique. Je pense que tout le monde peut être touché au-delà de ses convictions par ce message. Je crois que dans les gens qui sont passionnés par ce genre de musique, ils sont enthousiastes et même j'ai vu que certaines personnes étaient même plus qu'enthousiastes. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais enfant. L'assemblée, dans un culte, chantait ça. Donc, non seulement c'est beau à entendre, mais on vit quelque chose dans son ventre.
J'ai chanté cette passion il y a 50 ans comme garçon de 12 ans et ça me touche vraiment de la retrouver ici avec tant d'amis, avec tant de fidèles, avec tant de paroissiens. C'est vraiment formidable. Bach nous rappelle avec force que les auteurs de la crucifixion ne sont pas les Romains, les païens, les Juifs ou on ne sait qui encore. Tous sont responsables solidairement. C'est un régal pour l'oreille et aussi pour le cœur. C'est magnifique d'avoir aussi tout le livret qui donne toutes les paroles pour pouvoir vraiment suivre la passion pas à pas avec les chanteurs. C'est juste merveilleux et c'est une fierté que notre Église ait pu monter à une passion de cette qualité. Nous, avec les chœurs de paroisse, on joue, on pourrait dire, la messe des fidèles. On répond par ces chorales et c'est quelque chose d'assez étonnant, ces questions, ces réponses. Et on vit vraiment le drame au cœur de cette pièce musicale. Le sujet qui suit est nettement moins glamour. En Suisse, de nombreuses personnes sont prises dans la spirale de l'endettement. Témoignage anonyme d'un particulier qui essaye de s'en sortir avec l'aide du Centre social protestant. J'ai un salaire net de 4 600 francs et une saisie de salaire de 1 970 francs. Donc, le solde est de 2006. Et sur les 2006, vous enlevez le loyer, l'électricité, plaques, les assurances, tout ce qui va, téléphone. Il vous reste même plus 300 francs à la fin du mois pour vivre. Même 100 francs pour le mois qui reste pour faire uniquement la nourriture. Et d'autres factures ne sont pas payées encore. C'est dur parce que des moments, vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je travaille, je suis honnête, correct, j'essaye de faire au mieux. Et il y a des moments où vous vous retrouvez à la maison, il y a tout qui vous tombe dessus. Honnêtement, vous craquez ou lâchez des larmes, vous ne savez plus quoi faire. Du style, je veux me peindre ou je passe sous le train, qu'est-ce que je fais? Ça travaille, honnêtement. Pour arriver à 118 000 francs de dette, il a fallu 2 mariages, 2 divorces, des emprunts, crédits. Au deuxième mariage, il y a eu un enfant, il y avait aussi pension alimentaire et pension pour mon ex où je travaillais presque pas, je devais payer une bonne somme de 1 600 francs. Mon ex, et 600 francs pour l'enfant. Au bout d'un moment, plus de véhicule, plus rien. On s'enfonce et on empile des factures. On ne paye pas une assurance, on dit on va payer plus tard, ou on décale d'un mois, puis après on enchaîne, puis ça continue, quoi. Les impôts, je ne payais plus. C'était quand même des tranches. Il fallait quand même vivre, sortir de temps en temps. Sans montrer qu'il n'y a pas beaucoup dans le porte-monnaie, un peu cacher notre situation. La boîte aux lettres, je la voyais comme une cheminée en feu quand je passais fin de journée devant. J'allais me brûler les doigts en ouvrant, trouver des factures ou des commandements payés ou des rendez-vous. Tout s'imagine de plein de choses.
quand on est à ce niveau-là. Donc, je regardais d'abord les pubs avant les factures pour changer de vue. Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles que la faillite personnelle soit acceptée avec tous les dossiers que j'ai donnés et que le CSP a préparés. Et je pense qu'on est sur la bonne voie où je puisse repartir, je ne vais pas dire à zéro, mais d'une bonne base, vivre un peu normalement. Afin de favoriser les rencontres entre générations, une équipe de jeunes de la vallée de Tavannes organise régulièrement des yas solidaires. Reflet. Trèfle. On a organisé un YAS qu'on a appelé intergénérationnel, dont le but est de réunir les jeunes et des moins jeunes. L'idée est venue vraiment d'avoir un échange avec des personnes plus âgées, avec des jeunes, pouvoir vraiment trouver un lien de jeu et puis de redécouvrir aussi les deux âges si on veut. C'est un petit peu mon dada de jouer aux cartes, puis c'est sympa de jouer contre des jeunes. Ça fait un petit moment que je regarde un peu les YAS qu'il y a dans la région parce que en fait, je trouve ça sympa. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait ça sur le groupe du KT, je me suis dit pourquoi pas. Puis je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de une fois demander à mon papa. Et puis c'est sympa, quoi. Comme ça fait un petit moment en famille avec des amis. Et puis voilà. J'ai jamais vraiment vu des personnes âgées qui n'étaient pas fortes au jeu de cartes, quoi. C'est toujours un grand combat pour gagner des points. On apprend beaucoup des aînés et puis c'est un moment de partage vraiment intéressant. Je suis désolé. Réunir des jeunes, c'était ce qui était un peu plus difficile. Autant les personnes âgées, on les voit souvent dans des lieux, des cafés, etc. Ils ont l'habitude de participer à ça. Puis les jeunes, il fallait un peu les chercher. Mais je pense qu'on a un peu un déséquilibre, mais on peut vraiment être satisfait du résultat. Puis pour une première édition, c'est vraiment sympa, quoi. Moi, je regardais C'était presque 51. Les nouvelles technologies ont également leurs revers. Des efforts sont notamment faits auprès des plus jeunes pour les sensibiliser au cyberharcèlement. C'est ce que m'avait expliqué Pierre-Alain Bassot lors de notre rencontre. Pierre-Alain Bassot, le cyberharcèlement, c'est quelque chose de courant chez les jeunes aujourd'hui ? Alors on ne va pas dire que c'est quelque chose de courant, fort heureusement, mais c'est quelque chose que potentiellement chaque jeune peut rencontrer un jour dans son expérience avec les appareils électroniques qui sont de plus en plus nombreux. Donc oui, il y a des cas de harcèlement, de cyberharcèlement. Les jeunes de temps en temps nous en parlent, ce qui veut donc dire qu'il y a là matière à se poser quand même quelques questions. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer un harcèlement sur Internet? En quoi ça consiste? Des commentaires, des photos? Alors ça peut être au départ quelque chose de totalement anodin, puisque bien souvent on est harcelé par des personnes qu'on connaît, qu'on côtoie. C'est commentaires sur une photo, exactement, comme vous l'avez dit, commentaires sur une image, commentaires sur quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans la journée, qui peut être interprété d'une certaine façon. Et puis c'est l'accumulation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a surcharge de messages, surcharge d'images, et puis la personne qui reçoit tout ça, à un moment donné, peut être dans une situation extrêmement compliquée. Est-ce que ces jeunes réalisent en fait ce qu'ils font quand ils publient un commentaire désagréable? Mais je pense qu'ils ne réalisent pas forcément tout de suite l'impact que quelques mots peuvent avoir. Quand on donne de façon verbale un mot face à quelqu'un, il y a une réaction. On voit comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il se comporte. Et là, on peut modifier, tempérer. Quand on le fait par le biais d'un média, que ce soit un smartphone, une tablette, on ne voit pas comment la personne reçoit le mot, le message, la photo, les choses qu'on peut envoyer. Et donc, automatiquement, il peut y avoir des réactions par moments très très fortes. Et les jeunes ont tendance maintenant à réaliser que les choses qui sont dites communiquées par le biais d'un support électronique n'est pas quelque chose qui va s'évaporer, c'est quelque chose qui va rester. Mais dans le domaine du paramétrage, par exemple, de certains réseaux sociaux, les jeunes sont assez peu connaisseurs et mériteraient d'être un peu mieux informés. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'animateur jeunesse, pour prévenir ce genre de comportement? Nous, c'est l'information.
On donne vraiment au maximum l'information aux jeunes. On leur dit que si quelque chose les dérange, si quelque chose les perturbe dans un commentaire, dans une image, alors ils doivent le communiquer, le dire, le verbaliser et agir. On ne doit pas laisser passer quelque chose dont on a l'impression que c'est malsain. Et nous, on travaille vraiment avec les jeunes en leur donnant cette information-là, en leur disant il existe des spécialistes qui peuvent vous aider, vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez agir de façon correcte, vous, avec ce genre d'agissement. Pierre-Alain Bassot, merci. Merci. En septembre dernier, nous nous sommes rendus à la manifestation pour le climat à Berne, un événement qui a aussi mobilisé les églises. Je vais à la manifestation pour le climat à Berne parce que les questions de l'écologie me préoccupent énormément. L'état du monde, la fonte des glaciers, le plastique dans les océans, etc. Ça me préoccupe énormément. J'ai 3 enfants, j'aimerais leur laisser une planète à peu près vivable. Pour nous, la paroisse, c'était une évidence que de mobiliser pour cette manifestation. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur cette thématique plus globale, pas seulement le climat, mais la création. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut s'engager aussi pour notre monde, pour les générations futures. Mon petit-fils aura 81 ans à la fin du siècle. Si nous continuons, la Terre aura alors pris 3, 5, 7 degrés et je n'ose pas penser les conditions qui régneront alors. Ça ne va pas. Le prochain orateur, Benoît Ischer, étudiant en théologie et vice-président de la paroisse Saint-François-Saint-Jacques à Lausanne. Une grande partie des institutions d'église de notre pays n'ont pas voulu se lancer à bras-le-corps dans la lutte pour sauver notre terre. On voulait d'une part montrer que on rejoint ces 80 autres associations qui sont dans l'Alliance climatique parce qu'on mène le même combat. Je suis assez convaincu que les églises doivent s'empoigner de ces questions. Ce n'est pas une question de s'aligner par rapport à un parti politique ou quoi que ce soit, mais en tant qu'église chrétienne, église réformée, on s'appuie et on prône des valeurs fondamentales. La question de l'environnement, c'en est une qui est centrale, qui est au cœur. Elle touche évidemment à l'état de notre planète, mais elle touche aussi aux dégâts qu'on fait sur d'autres gens ailleurs dans le monde. Et en tant qu'église chrétienne, on ne peut pas juste fermer les yeux sur le fait que notre situation, notre pays fait souffrir d'autres gens ailleurs. Les églises devraient prendre position dans les questions politiques et je pense que les églises ont des apports très importants, des avis très intéressants et importants à donner quand il s'agit de solidarité climatique, quand il s'agit de solidarité avec les plus pauvres, les démunis. Oui, l'Église a un rôle à jouer. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt pour une nouvelle émission sur le terrain ou en studio.